Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce second Commit-up lyonnais, comme vous le savez ou pas d'ailleurs. Pour certains, je reconnais des visages qui nous ont rejoints pour le premier Commit-up en octobre dernier, toujours avec Databricks, pour pas changer, et puis DBT Labs. Commit a ouvert son bureau lyonnais il y a quelques mois maintenant, et c'est dans ce cadre-là du coup qu'on fait ces différents événements pour tout simplement asseoir un petit peu l'expertise qu'on mène avec les différents clients qu'on accompagne ici en région ou ailleurs. Et puis pouvoir aussi mettre un petit peu Commit sur la carte et vous dire qu'on recrute par exemple en ce moment. Donc c'est quelque chose qui est important aussi. Merci à Adiceo, client qui est venu faire son témoignage aujourd'hui. Merci à notre partenaire aussi Databricks qui est venu soutenir cette initiative-là. Juste peut-être en quelques mots, Commit Technologies, donc pour rappel, société Pure Player Data de conseil et d'intégration. On intervient sur l'entièreté de la chaîne de valeur de la data, toute la partie stratégie et puis gouvernance data, toute la partie data management également. On a une section pilotage et agilité dans le monde de la donnée. On construit des data platforms le plus automatisé, sécurisé possible et le plus moderne possible également. Et puis tout simplement on valorise la donnée de nos clients. On a un tas de partenaires avec qui on travaille de manière très proche, Databricks, DBT, qui nous ont déjà accompagnés. On travaille également avec Talend et puis on s'adapte un peu plus sur les solutions BI plus classiques qui sont utilisées par les différents clients. Aujourd'hui, Commit, c'est plus d'une cinquantaine de consultants qui sont répartis sur Paris et sur Lyon pour les agences commerciales avec un centre de service qui nous permet d'accompagner nos clients également sur tous les projets de run, TMA et MCO qu'ils peuvent avoir. Et puis sur tous les projets de migration aussi, chose qu'on fait beaucoup. Pour rappel, le premier justement Commit-up portait justement sur ces sujets-là. En l'occurrence, c'était un retour d'expérience avec le client Engie, qu'on a accompagné sur une migration de plus de 1000 flux à Informatica, toujours vers Databricks. Vous allez voir, nos relations avec Databricks, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est un partenaire vraiment de choix et stratégique pour nous. Je vous laisse avec Stéphane, qui va vous dérouler l'agenda de ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on a un fil rouge. On aura peut-être deux en fait. Un fil rouge qui est Databricks. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être de parler notamment de ce qu'on fait sur Databricks. Une première partie sur SAP Databricks, qui est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler notamment par mon passé, et puis aussi encore un petit peu aujourd'hui au travers de Commit, qui est un sujet qui pour nous est assez brûlant, dans le sens où il y a beaucoup de questions qui se posent en termes de migration SAP. Parce que pour rappel, il y a une fin de support en 2027 qui a tendance un petit peu à déraper, mais malgré tout, SAP a annoncé une fin de support pour basculer sur les nouvelles versions qui sont des versions cloud. Ça remet en question beaucoup de choses, notamment sur la partie architecture. Et un des sujets, c'est comment on traite la data dans SAP. Et depuis, on va dire, 3-4 ans, il y a des fonctionnalités qui intègrent Databricks et on va en parler assez longuement avec Antoine qui nous présentera, et moi j'interviendrai un petit peu sur l'histoire de SAP en fil rouge et Antoine sur comment fonctionne Databricks à l'intérieur de cette offre SAP et puis au-delà aussi de l'offre SAP parce que Databricks ne fait pas que du SAP. La deuxième partie qui interviendra un petit peu plus tard avec l'appui de nos amis d'Adiceo qui nous font la joie d'être aujourd'hui présents. Et puis on a une autre personne qui est à distance, qui est à Montréal, qui est la responsable du projet, donc qui n'a pas pu venir en France pour cet événement. Mais on a Nadjedine et puis on a Friedrich qui sont là pour nous parler d'un retour d'expérience opérationnel sur de l'IA générative mise en place dans le cadre d'un projet pour Adiceo avec, bien évidemment, Databricks. Et on retrouvera Antoine en fin de session pour présenter la roadmap IA Databricks qui est intéressante pour Adiceo, mais qui va être aussi intéressante pour vous, pour comprendre ce qui va sortir et ce qui sort aujourd'hui autour de Databricks.
On attaque la première partie. Merci. Donc, je suis Antoine Delchini, Partner Solutions Architect chez Databricks. Je couvre la région Europe du Sud, Afrique et Moyen-Orient pour le développement de nos partenaires sur le plan technique. Je vais choquer personne pour l'introduction en disant que l'IA bouleverse tous les secteurs, toutes les industries dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gains de productivité, des réductions de coûts de la création de valeur beaucoup plus rapide. Donc là, vous avez un panorama de tous les secteurs impactés, il n'y a pas de limite. Dans ce contexte-là, on a SAP. SAP, c'est plus de 80% des transactions du commerce mondial qui transitent sur les systèmes SAP. C'est une mine d'or pour la data et pour l'IA. Toutes les entreprises ont dans leurs outils SAP toutes leurs données les plus critiques pour leur business. Donc c'est vraiment une mine d'or qui aujourd'hui est sous-exploitée de par les limites d'intégration historique qu'on va revoir tout à l'heure avec Stéphane. Et en fait, voilà, c'est une mine d'or pour la data et pour l'IA. Un petit rappel sur ce qu'est SAP. Je ne vais pas passer trop de temps dessus. Donc un ERP qui couvre l'ensemble des fonctionnalités des entreprises, des ressources humaines, en passant par la supply chain jusqu'au sales et au marketing. Donc tout un tas de use cases qui sont très intéressants en termes de traitement de données, d'optimisation possible avec l'IA et avec Databricks. Un petit retour sur l'histoire avec Stéphane. Oui, un petit rappel sur l'histoire. Alors SAP, la partie, on va dire, business intelligence, elle a été créée en 97. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais on parle beaucoup de BW. C'est dans votre système Legacy, BI, Data Platform, quelque chose qui revient très souvent. Et depuis, alors je vais aller directement en 2019. En 2019, il y a une offre qui est sortie, étant donné que SAP a commencé à basculer dans le cloud avec S4HANA. Une offre qui s'appelait DWC, Data Warehouse Cloud, qui avait pour vocation de faciliter la consolidation des informations de SAP, parce qu'on sait que quand on travaille sur SAP, la structure des données est très complexe, très compliquée à appréhender, et donc il est toujours nécessaire d'avoir une surcouche qui permet de traduire le langage technique en langage métier. Et comme historiquement SAP était utilisé et très personnalisé, ça complexifie encore plus l'utilisation de systèmes pour consolider des informations qui, même comme l'a montré Antoine juste avant, sont censés couvrir beaucoup de domaines. Ils ont une particularité dans le sens où c'est très customisé. Ça n'a pas super bien fonctionné, DWC. Malgré tout, SAP a commencé à mettre un premier pied à l'étrier pour mettre en place des data platforms, s'appuyer sur des hyperscalers comme AWS, Azure notamment. Et bon an, mal an, ils se sont dit, pour accélérer la cadence, on va s'associer avec différents partenaires. Donc ça, c'est en 2023. Association DataSphere. Donc DataSphere, c'est quoi? C'est DWC, plus Databricks, plus Collibra, plus DataRobot, plus Confluent. Donc ça veut dire, je commence à construire une data platform. Une des trajectoires qu'on commence aussi à voir avec SAP, c'est d'essayer de se positionner en tant que cloud souverain avec OVH, et donc de devenir potentiellement un des 4e hyperscalers après AWS, Azure et GCP, qui aura une vocation à avoir une stature, on va dire, souveraine européenne. Malgré tout, 2023, donc c'était annoncé. Moi, à l'époque, je travaillais sur des sujets SAP et notamment dans la data. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas si avancé que ça. Donc, quand j'échangeais avec SAP, on me disait il faut voir avec Databricks. Quand je discutais avec Databricks, on m'envoyait aux États-Unis pour discuter avec un spécialiste qui me disait gentiment c'est pas encore sec. Malgré tout, voilà, DataSphere, c'est une surcouche qui permet de construire au-dessus de SAP ce qu'on appelle des business content, c'est-à-dire des composants accessibles au métier et qui font en sorte que on n'ait pas à avoir une traduction ou des flux, des traitements très compliqués pour essayer de consolider des tables qui en plus ont des noms qui
qui sont très complexes. Donc c'est toute une organisation qui est très proche en fait d'une data platform moderne. On retrouve des couches d'accès aux données, presque une architecture médaillon avec du bronze, du silver et du gold. Et ce qui manquait, c'était comment j'accentue ces usages et comment j'arrive à construire tout ça. 2024, étant donné que on va dire la liaison entre SAP, Datasphere et puis Databricks, Collibra et autres prenait un peu de temps, une des choses qui a été ouverte par SAP, c'était la capacité à faire du push en mode incrémental depuis Datasphere vers AWS, vers Azure et vers GCP. Donc ça permettait à quoi? Sans doute un petit peu d'attendre, de faire patienter, mais de faire en sorte que la donnée préparée dans Datasphere puisse être partagée plus facilement au système des data platforms des entreprises qui, elles, avaient déjà commencé à mettre en place notamment du Databricks, du Snowflake concurrent, DataIQ, mais des systèmes qui sont un peu plus globaux. Et c'est là qu'est arrivé Databricks, BDC, arrivé en l'année dernière. Juin 2025 à peu près, annoncé. Donc effectivement, ce qu'on a vu pour résumer jusqu'au partenariat SAP Databricks, c'était très difficile d'extraire de la donnée d'SAP pour faire de l'analyse. Pour le faire, il fallait la dupliquer, la recopier, c'est-à-dire perdre du temps, payer cher, et donc avoir des freins à l'innovation et à la prise de décision. Le partenariat, il permet d'avoir deux choses. Un connecteur SAP Databricks qui permet d'avoir un temps réel et une intégration zéro copie entre SAP et Databricks. Un connecteur, et pas seulement ça, une plateforme SAP Databricks qu'on va voir juste après. La première raison d'exister de la plateforme SAP Databricks, qui fait partie de SAP Business Data Cloud, via le protocole donc, Delta Sharing bidirectionnel entre les data products BDC, c'est de pouvoir avoir des fonctionnalités d'analyse plus avancées que sur les data products ou les fonctionnalités d'analyse de la suite SAP classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, pouvoir unifier les données d'SAP, mais pas seulement, d'autres systèmes. Donc SAP Databricks va permettre d'unifier tout ça. On va le voir plus en détail. Donc ça, c'est la première valeur, c'est vraiment ça. C'est d'avoir un connecteur ultra performant, zéro copie et gratuit entre SAP et Databricks. À la base de Databricks, pour revenir un peu sur le cœur du réacteur, c'est Unity Catalog. Unity Catalog, c'est vraiment la fonctionnalité qui permet de sécuriser, de gouverner l'ensemble des objets Databricks. Donc quand je parle d'objets, je parle de tables, donc des tables de données, des modèles IA, donc des LLM qui peuvent être gouvernés au sein de Unity Catalog, des fichiers structurés, non structurés, semi-structurés, des notebooks, c'est là où le travail du data engineer s'exécute, des dashboards. Donc tous ces éléments, on va pouvoir appliquer grâce à Unity Catalog des politiques d'accès, du discovery, de l'observabilité du lineage, des contrôles des coûts, de l'audit. Toute cette suite, c'est vraiment ça qui permet d'avoir une plateforme unifiée, sécure, gouvernée by design, pour pouvoir ensuite construire des applications et des use cases innovants dans un environnement sécurisé. Donc ici, il y a tout un tas de use cases qui peuvent être adressés sur Databricks, et notamment sur SAP Databricks. Ils tournent principalement autour de l'obtention de meilleures réponses sur la donnée de SAP, couplée avec des données d'autres systèmes. Et voilà, de pouvoir construire des systèmes aussi agentiques dans un périmètre sécurisé, audité, gouverné, avec l'utilisation des meilleurs LLM du marché. Donc là, il y a quelques cas d'usage. Je ne sais pas, Stéphane, si tu voulais en souligner quelques-uns.
Après, ça dépend du public, mais je sais qu'il y a des personnes dans la life science. L'intérêt d'un Databricks au-dessus de SAP, comme le dit Antoine, c'est cette capacité à aller chercher une information qui est très bien structurée et gérée, processée dans SAP, et pour aller, on va dire, enrichir cette information et pouvoir la consommer avec des mécanismes d'IA avancés. Donc, notamment sur la partie santé et life science, on sait qu'aujourd'hui l'IA et aussi l'IA générative, ce sont des vrais accélérateurs. Le fait d'avoir cette capacité à consolider cette information et, comme l'a dit Antoine aussi, de pouvoir aller chercher des informations qui ne sont pas aussi dans SAP, c'est un vrai plus parce qu'on a une suite tout en un. Et je pense que ça fera la liaison avec la fin. Je fais un peu de teasing pour que les personnes restent. À la fin, où on va présenter des mécanismes, où on a un portail unifié, où les métiers vont pouvoir accéder aux différents services, que ce soit du dashboarding, que ce soit des applicatifs, parce que ça, c'est un point qui est important sur Databricks. C'est cette capacité aussi à créer des applications au-dessus. Et quand je dis applications, c'est des applications web, qui fonctionnent sur un navigateur et qui sont des vrais accélérateurs sur la capacité à faciliter le traitement de l'information, parce qu'on sait qu'en termes de qualité de données, surtout, on a souvent besoin des métiers. Là, on a une interface unifiée user-friendly qui permet aux métiers d'intervenir dans la chaîne de traitement, mais aussi après, pour pouvoir aller jouer avec l'information et l'IA, soit avec, si je reste sur la partie sciences de la vie, avec des informations biomédicales, avec une capacité à travailler sur des aspects molécules et autres. Si on va sur la partie manufacturing supply, là aussi, bien évidemment, on va pouvoir les capter, si on a les modules SAP associés, aller capter des informations sur la gestion de stock, pouvoir suivre les relations avec les clients, et faire en sorte d'avoir à chaque fois une vision unifiée, ce qui est toujours difficile à avoir avec des data platforms qui vont avoir des capacités plus ou moins limitées, étant donné ce qu'on y met et ce que vous souhaitez y mettre de par les informations qu'on est en capacité d'aller chercher. Et cette ouverture de SAP qui n'est pas si évidente que ça, parce que ça a toujours été un système assez fermé, c'est un vrai plus parce que ça ouvre des perspectives qui sont assez rares en termes de capacité d'exploitation d'informations dans le cœur des processus métiers des utilisateurs dans les entreprises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement la SAP Databricks, pour rentrer dans le détail, va être hébergée sur 3 clouds, enfin un des 3 ou multi-cloud, c'est possible, AWS, Azure ou GCP. On va pouvoir ingérer des données des applications ERP, SAP classiques ou d'autres plateformes dans l'univers Business Data Cloud. Pour les data products SAP BDC, ça va permettre de bénéficier de la couche bronze et silver sur les données ERP SAP. SAP fournit des managed data products. C'est optionnel, mais ça fait partie de leur licence, qui vont vraiment pouvoir bénéficier de toute la couche sémantique disponible dans l'écosystème SAP et donc toute la compréhension propriétaire de SAP sur ses propres données. Ça dépend des cas d'usage, puisqu'on a aussi des clients qui ont un historique de customisation assez fort sur SAP, même dans le cloud. Donc ça permet de bénéficier de cette couche bronze ou silver. Ça n'empêche pas de la bypasser directement vers SAP Databricks aussi, via la mécanique de Delta Sharing, qui est un protocole open source créé par Databricks de 0 copie, via le format de table Delta. Donc SAP Databricks, dans cet écosystème, il va apporter 3 choses. La première, c'est la data governance, on en a parlé avec Unity Catalog. La deuxième chose, c'est des fonctionnalités de data warehousing, avec Databricks SQL, on va rentrer dans le détail, et des use cases de d'AI et de data science. Pour des cas d'usage de Gen AI, par exemple, SAP Databricks va permettre de construire des modèles prédictifs basés sur des LLM gouvernés dans Unity Catalog pour pouvoir, par exemple, ingérer des données de systèmes de trésorerie couplés avec les ERP SAP, réconcilier tout ça et faire des modèles prédictifs basés sur des LLM pour faire du forecast sur le futur cash flow ou autre.
Là, c'est la deuxième partie, la data science. Donc, ça fait partie des features historiques de Databricks depuis sa création sur le machine learning plutôt traditionnel, où la plateforme permet vraiment des fonctionnalités avancées de création de modèles, de data science, d'apprentissage grâce aux features Mosaic et historiquement MLflow. Donc là, c'est pareil, on va pouvoir coupler les deux sources de données et faire des modèles prédictifs, mais de façon plus traditionnelle, sans LLM, avec de l'apprentissage et du développement de modèles plus classiques. Le data warehousing, donc c'est la dernière fonctionnalité, on va dire, fournie par SAP Databricks, qui va permettre de fournir en couche Gold des vues unifiées qui vont coupler différents systèmes SAP ou non SAP de façon très optimisée, zéro copie, et donc de fournir des vues précises, plus rafraîchies, gouvernées, sécurisées, toutes les valeurs de Unity Catalog à des utilisateurs plutôt business. Donc ça, c'était pour la partie SAP Databricks, qui est un produit commercialisé par SAP. Databricks, c'est OEM pour SAP dans ce contexte-là. Pour des clients qui auraient déjà un Databricks existant, donc sur la droite, ce qu'on appelle Native Databricks, ce qui consiste à l'entièreté de la plateforme qui repose donc avec un choix sur AWS, Azure ou GCP également, multi-cloud, c'est la même flexibilité que sur SAP Databricks, la couche Unity Catalog. Il y a juste deux choses qu'on va rajouter dans la partie Native Databricks, c'est la partie Data Engineering avec des fonctionnalités plus, on va dire, de l'aide à la construction de pipeline via Lakeflow, les produits Lakeflow, qui vont permettre d'être assistés via des fonctionnalités d'IA déjà existantes dans la plateforme, pour pouvoir construire ces pipelines-là et avoir accès aux workflows qui vont avec, et la partie BI Intelligence avec l'ensemble des fonctionnalités de AI via Agentbricks et toute la plénitude de fonctionnalités qu'on sort assez rapidement. Voilà, donc dans ce cadre-là, pour un client qui aurait envie d'isoler d'un côté le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir d'un côté dans BDC un SAP Databricks un peu dédié à une équipe SAP isolée, type un workspace un peu plus isolé, c'est possible de garder les deux, avec ici la possibilité de faire du delta sharing entre les deux univers. Donc c'est possible de combiner les deux. Donc aujourd'hui, et c'est souvent des questions que j'ai eues par ailleurs, est-ce que je dois passer sur Datasphere? Déjà, est-ce que je dois passer sur DWC en 2019, après Datasphere? La réponse est oui. Aujourd'hui, il y a un BW Bridge qui permet encore de faire du BW, mais ça va bientôt s'arrêter. La trajectoire de SAP, c'est Datasphere. C'est-à-dire que si vous voulez accéder à une donnée qui est prête à l'emploi pour faire de l'IA et de la data, c'est Datasphere. Donc après, c'est une négo à faire avec eux. Et comme on l'explique ici, effectivement, BDC, c'est aussi un autre composant. Soit vous prenez la version avec l'OEM Databricks, soit il y a une petite négociation qui est possible aussi, parce que si vous avez un native Databricks, la possibilité, c'est de dire je ne veux pas le Databricks OEM, je veux directement réutiliser ces éléments. Je l'ai traité, moi, avec Total Energy. C'est une discussion qu'il faut avoir avec SAP. C'est une négo, parce qu'il faut quand même un connecteur BDC, qui est un connecteur qui se branche sur SAP pour répliquer les informations dans Datasphere, pour ensuite aussi faire le pont avec Databricks. Dans le cadre du connecteur SAP BDC Databricks, les data products, les managed data products sont facultatifs. C'est-à-dire qu'il faut par contre avoir BDC. Mais les managed data products, bon là c'est une problématique SAP, je suis moins à l'aise dessus, mais sont payants au niveau, c'est un autre niveau encore, le fait de payer les managed data products, c'est indépendant déjà même de BDC. Donc on peut avoir BDC sans les managed data products, qui pour le coup sont, je crois, une licence à la consommation en fonction du nombre de transactions dans les outils sous-jacents, mais là-dessus j'ai pas toutes les informations. Mais donc effectivement, si vous avez un ERP, vous pouvez passer par, je crois que c'est le SAP Replication Flow, quelque chose, pour basculer dans BDC et ensuite faire le delta sharing. Après, là aussi, il y a un peu de négo, parce que c'est ce qu'on appelle des business content dans SAP, Datasphere. Les business content en 2023-2022, quand Datasphere est sorti,
ça n'existait pas. Donc il y a des éditeurs qui se sont intégrés. Donc il y a notamment un partenaire avec qui j'ai travaillé qui s'appelle RapidViews, qui proposait en fait des business content prêts à l'emploi pour un coût plutôt modique. Société française qui avait édité et qui avait réutilisé en fait des business content BW et qui les avait portés sur Datasphere. Et depuis quelques temps, effectivement, SAP sort des nouveaux business content qui, eux, sont un petit peu plus chers, pour être gentil. Et donc, voilà, il faut aussi savoir vers quelle société se tourner et en fonction des business cases que vous avez. Parce qu'effectivement, les business content, c'est sur les modules SAP, on achète MM, CO, FI, ainsi de suite. Et là, c'est pareil, il faut faire le choix, il faut faire le tri entre ce que fait SAP, où ils vont vous dire, sans doute, on sera coupé au montage, c'est plus évolutif, versus un petit éditeur qui, lui, risque d'être moins réactif par rapport à l'évolution de SAP. Voilà. Ça, c'est pour les use cases adressés par Native Databricks qui ne seraient pas adressés sur SAP Databricks. Les workflows, principalement, qui vont permettre d'orchestrer les pipelines d'ingestion. Et les fonctionnalités aussi d'aide à la construction de pipelines, j'en ai parlé. Et le fait de pouvoir parler à sa donnée via notre agent Genie, plus récemment Genie Code, pour pouvoir construire des dashboards, des requêtes SQL directement en texte tout SQL, donc en langage naturel. Tout ça, c'est pas magique, on verra tout à l'heure l'architecture avec Genie, mais ça fonctionne avec Unity Catalog aussi. En synthèse, Stéphane. En synthèse, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, il y a une fonction plutôt sur la gauche qu'on appelle SAP Databricks, comme l'a dit Antoine, on a essayé de faire le parallèle cet après-midi avec Azure Databricks. Voilà, c'est à peu près la même chose. Il y a toujours un petit décalage en fait entre SAP Databricks et la partie native Databricks, comme il y a un décalage entre Azure Databricks et SAP et le natif. Même si aujourd'hui le décalage entre Azure et le natif est un petit peu plus léger, aujourd'hui il y a un décalage sur SAP Databricks. Malgré tout, c'est un vrai accélérateur pour faciliter l'accès et l'accès surtout à l'IA à l'intérieur de SAP, qui est toujours un véritable cauchemar, notamment pour les métiers, de faciliter, d'avoir un accès facile à ces informations. Donc ça, c'est une première version. Et l'autre version, le Native Databricks, comme on peut le voir, c'est une capacité d'être, et c'est ce qu'on voit sur le schéma ici, il y a besoin d'un connecteur, il y a besoin de Datasphere, voilà, on ne peut pas s'en passer. Il y a besoin d'un connecteur SAP BDC qui va faire la liaison avec Databricks, le control plane de Databricks, et Databricks qui, lui, travaille comme il le fait aujourd'hui sur, alors j'ai mis un exemple avec AWS, ça pourrait être Azure, ça pourrait être GCP, qui va travailler sur son système, et qui va permettre surtout d'avoir une vision fédérée en zéro copie. On n'a pas besoin de recopier les informations, comme je l'expliquais tout à l'heure, en 2024, où SAP Datasphere poussait vers AWS et on recopiait, en termes de sustainability, ce n'était pas idéal, on recopiait de la donnée en double et il y avait un temps de latence potentiel. Là, on est en zéro copie et on va pouvoir profiter pleinement de la plateforme et des données qui sont gérées sur les différents environnements. Là, c'est plutôt... Alors, on a Databricks, et effectivement, quand on a préparé cet événement, on sait bien que si Databricks vous dit qu'ils font des choses qui sont mieux que la concurrence, ça peut être moins bien perçu. Là, nous, on prend notre casquette intégrateur, où on fait, effectivement, comme l'a dit Alim, beaucoup de Databricks, mais on fait aussi du Snowflake, notamment. Aujourd'hui, c'est un vrai avantage de travailler avec Databricks. C'est aujourd'hui la seule plateforme qui est capable d'avoir une vision transversale sur, alors là je dirais les 4 hyperscalers, même si SAP aujourd'hui n'en est pas un, sur les 4 hyperscalers et d'avoir cette capacité à croiser une information entre n'importe quelle plateforme.
Alors, il faut avoir un petit peu de budget pour ça, hein, mais il y a des entreprises, je parlais tout à l'heure de Total, qui ont cette capacité à avoir aujourd'hui une instance de chaque en fonction de ses business lines et en fonction de ses besoins. Et donc le fait d'avoir une capacité, avoir une vision unifiée de toutes ces données et faciliter le croisement de ces informations, c'est un vrai plus. Et aujourd'hui, grâce à cette offre BDC et Datasphere, Databricks est vraiment en avance avec aussi cette capacité à aller sur de l'IA, aller sur de l'applicatif qui se diffère de certains autres concurrents. Voilà sur cette première partie. Donc si jamais besoin d'informations complémentaires, on est à votre disposition pour pouvoir y répondre.